Bienvenue, chers auditeurs, dans l'épisode 20 de L'Impossible sinon rien, tome 1 de Mu. J'aurais préféré que Tristan soit là quand je suis sorti du bureau de Larsan. Mais seul Fabien Darmois attendait comme un renard en maraude au pied des escaliers. Il s'était lancé dans le bureau de notre patron dès que j'ai refermé la porte. Je vérifie encore mes messages alors que j'attends le métro. Rien. Je sais que c'est moi qui lui ai indiqué que je lui téléphonerais, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il m'obéisse aussi aveuglément. Je me sens groggy après toutes ces émotions. Je devrais être heureuse. Non seulement je pourrais terminer mon stage, mais je viens en plus de prendre du galon puisque apparemment je vais travailler avec l'un des meilleurs directeurs éditoriaux de la place parisienne. En fouillant bien à l'intérieur de moi, je dois reconnaître que je n'espérais plus une telle issue positive. Mais à quel prix ? Tristan est très certainement furieux après moi et je ne suis pas sûre de pouvoir entièrement justifier mon choix à ses yeux. Acceptera-t-il la vérité toute bête ? Je devrais me réjouir, fêter ça. Après presque 2 mois de stress et de contraintes sur l'avenir, mon épée de Damoclès vient de m'être retirée. Je n'ai qu'à jouer le jeu pendant tout le reste de mon stage pour sauver l'essentiel, mon diplôme. J'essaie de ne regarder que cela, mon diplôme, parce que le reste me fait peur. J'ai besoin de Tristan à mes côtés pour pouvoir tenir le coup. Mais Tristan sera-t-il là ? En aura-t-il envie après mes omissions qui flirtent dangereusement avec le mensonge, alors que notre relation est basée sur la confiance réciproque et donc la transparence ? J'ai l'impression de peser 3 tonnes alors que je monte laborieusement les escaliers qui me ramènent à l'air libre. Mon téléphone me démange dans ma poche. Je ferais mieux de l'appeler une fois rentré à la maison, mais je ne peux y tenir. Il faut que j'entende sa voix. Cela me permettra de mieux me préparer. Sans crier gare, mon cerveau me rappelle que je dois aussi téléphoner à Olivier, mais je n'en ai cure. Olivier est bien la dernière de mes préoccupations maintenant. Je prends conscience avec un certain cynisme à quel point je peux être opportuniste et sans cœur. La proposition d'Olivier ne m'a perturbée et semblé tentante que le temps qu'a duré mon incertitude quant à mon retour sur Toulouse. Maintenant que je reste, lui et ses regrets me paraissent sans saveur et sans réel écho en moi. Je me sens tellement insécurisée que je suis prête à me raccrocher à n'importe quelle branche, même la sienne, alors que je lui en veux toujours parce qu'il a tenté de me détourner de ce qui était si important pour moi, de mon chemin, alors que j'aurais voulu qu'il soit fou avec moi, qu'il me soutienne sans peur et sans faillir. J'aurais voulu qu'il ait du courage à ma place pour qu'il puisse me le transfuser. J'aurais voulu qu'il soit autre, ce qui est tout aussi injuste pour lui. Est-ce qu'on demande à un rouleau compresseur de se transformer en Bugatti ? J'ai toujours su qu'Olivier était un routinier bien planté sur terre. On ne devient pas ingénieur par hasard. On devient ingénieur parce qu'on aime avoir du contrôle sur les choses, les construire et les maîtriser. Et tout à coup, j'échappais à toute programmation. Je sortais de la route, d'abord avec mon chômage prolongé, ensuite avec mon projet d'études et, pour couronner le tout, mon livre dont le sujet l'a perturbé. Je lui en demandais trop. Mais il n'a rien fait pour se dépasser. Jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui est trop tard. J'ai beau m'en défendre, je sens bien que ma relation avec Tristan, depuis 2 mois, m'apporte beaucoup plus que la nôtre ne m'a jamais apporté en 10 ans de vie commune. Ce bilan me paraît triste car il s'agit aussi du bilan de mes erreurs et de mes petites et grandes lâchetés face à la vie. J'ai vécu si longtemps comme si la vie me fatiguait, comme à côté de moi-même, refusant d'y prendre une part vraiment active car déjà épuisée d'avance. Je me suis installée avec lui sans entrain. J'ai fait l'amour avec lui un nombre incalculable de fois sans passion, parce que c'était ce qui paraissait normal dans l'ordre des choses. Je ne me suis battue pour rien, pas même pour l'enfant que nous aurions pu avoir et pour lequel il ne se sentait pas prêt. J'ai laissé ma vie se faire sans moi, jusqu'à ce que ma vie commence à basculer. Sauf que la Louise éveillée s'est révélée surprenante pour mon entourage, et encore plus pour Olivier qui n'a rien compris à ce qui se passait. Plutôt que de suivre le mouvement, il s'est raidi pour tenter d'éviter le roulis. Mais on n'arrête pas l'océan qui s'ébout. Je viens encore d'en avoir la preuve. Qu'on soit décidé à tenir la barre ou non, la vie continue son bonhomme de chemin sans nous demander la permission. Inutile de vouloir descendre en marche. Le seul choix qui s'offre à nous est très simple. Sur le navire ou dans l'eau. Je me suis aperçu il y a 2 ans que le navire n'était pas le mien. Alors, j'ai sauté à l'eau. Je me suis fait un radeau avec des bouts de bois. Il prend l'eau, mais je l'aime 1000 fois plus que le chalutier d'Olivier.
Si la vue est belle, la solitude me pèse par contre un peu. J'apprécierais beaucoup de partager mon radeau avec Tristan, s'il veut bien de moi. J'hésite un instant à faire quelques courses, puis me ravise en me disant que pour une fois, je vais me faire livrer une pizza avec une bonne bouteille de vin. Enfin, du vin quoi. Je franchis ma porte cochère et me lance à l'assaut de mes 5 étages. L'envie de parler le plus tôt possible à Tristan me donne l'énergie de les monter comme une flèche. Je déboule sur le dernier palier, le souffle court, pour apercevoir une ombre avachie contre ma porte. Mon cœur fait un bond. Tristan? Pas de réponse. Mon cœur a un raté. Pourvu que ce ne soit pas Olivier. Je ne le vois pas débouler chez moi de Toulouse à l'improviste, mais on ne sait jamais. Qui est là? Je demande, timidement, à la forme qui se tapit dans l'ombre. Oui, c'est moi, me répond Tristan d'une voix grognon. Je soupire de soulagement. Ah, chouette! J'allais t'appeler, dis-je en m'avançant prudemment. Pas de réponse. Tu m'en veux? Je devrais? Répond-il, toujours la voix grognon. Je pense que je m'en voudrais si j'étais à ta place. J'ai du mal à me départager entre je suis super furax et je suis super content que tu restes. Je suppose que je suis avant tout soulagé que tu restes. Parce que tu restes, n'est-ce pas? J'allume la lumière et m'avance dans le couloir à sa rencontre. Il est assis par terre avec 2 sacs de courses à côté de lui. Je souris. Oui, je reste. Il hoche la tête et me tend la main pour que je l'aide à se relever. Bon, ouvre vite, parce que j'ai super envie de pisser, figure-toi. J'ai cru que t'arriverais jamais. C'est délicat, je lui réponds en sortant les clés de mon sac à main. Je te préviens, tu risques d'avoir un choc quand je vais ouvrir cette porte. Je suis sûr de pouvoir m'en remettre, dit-il en prenant ses sacs de course. Un silence suit alors que je m'efface pour le laisser rentrer dans mon palace. Les sacs manquent de finir par terre. Nom de Dieu! C'est ça chez toi? Lance-t-il, incrédule. Je me retourne et le menace d'un index peu convaincant. Je t'interdis de dire du mal de ma garçonnière. Mais ce n'est pas un appartement, ça, Louise. C'est tout juste une chambre. Je ne sais même pas s'il y a assez de mètres carrés pour le considérer comme une chambre, dit-il, en faisant des yeux le tour de l'appartement. Et ça, c'est quoi? Des toilettes portatives? Je grimace. Les toilettes sur le palier, ce n'est pas vraiment génial pour une fille. Son air consterné me fait rire. Tu veux dire qu'il y a des toilettes sur le palier? Je hoche la tête et lui montre la direction. La porte sur le côté? Tu es passé devant? Il grogne, me donne les paquets et détale en vitesse dans la direction indiquée. Je range le tout. Tristan nous a gâtés. À ce que je vois, nous avons du bœuf bourguignon, des petits légumes sautés et des pommes de terre sautées pour aller avec, ainsi qu'une bouteille de champagne emballée dans du papier alu. Mais où a-t-il trouvé tout ça? J'entends le discret clac de la porte qui se referme. Tristan vient de rentrer. Je suspends mon geste alors que j'allais libérer la bouteille de champagne de son papier protecteur qu'il a très bien gardé au frais. Il passe à côté de moi pour se laver les mains dans l'évier. Je me concentre sur ce que je fais et la mets au frais sans le regarder. J'ai supposé que nous aurions quelque chose à fêter, une fois qu'on se serait expliqué, bien sûr. Parce que je veux des explications, détaillées et circonstanciées, Louise. Je suis désolée, dis-je. Tu es désolée de quoi? De m'avoir menti ou caché, comme tu voudras, la vérité sur ce que tu faisais vraiment? Ou bien d'autres choses? Je suis désolée de t'avoir caché que j'écrivais la suite de l'histoire que tu as tant adorée. Je suis aussi désolée parce que c'était ton idée, écrire moi-même ce fameux best-seller. C'était juste une garantie, une sorte d'assurance contre l'échec au cas où je ne trouverais pas de roman à la hauteur de Sans dessus dessous. J'espérais ne pas avoir à l'utiliser, mais te l'offrir quand je l'aurai terminé. Est-ce que tu veux dire que tu n'as pas cessé de faire des recherches pour écrire ce qu'on a lu tout à l'heure? Non, bien sûr que non. J'ai écrit le soir, je te l'ai dit. Je ne voulais pas l'utiliser, me retrouver dans de nouvelles emmerdes pour en régler d'autres. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors tu ne m'as pas menti sur ça? Non. Et tu n'as rien d'autre à me dire? Non. Rien qui te concerne en tout cas, dis-je prudemment. Tristan ferme les yeux et pince ses fines lèvres. Tu peux tout me dire, Louise. Je peux tout entendre, tu sais. Tu ne me dois rien. Et ça ne changera rien entre nous, du moins sur notre relation actuelle. Mais enfin, Tristan, répond-je en riant, ce n'est pas déjà un secret suffisamment énorme que nous allons d'ailleurs devoir regarder tous les deux? Tu en veux un autre? Il me regarde en plissant les yeux. Non. Il m'évalue. Je comprends qu'il pense que je lui cache quelque chose, mais ce secret ne m'appartient pas.
Je n'ai pas le droit de lui dire quoi que ce soit, même si je n'ai finalement pas encore signé la nouvelle clause de confidentialité. Je n'ai pas non plus le droit de le mettre potentiellement en danger en lui révélant quelque chose qui a failli me faire éjecter proprement des éditions Larsan. Il finit par prendre une grande inspiration. Bon, j'ai envie de te croire, mais j'ai vraiment du mal, Louise. Je croise les bras sur ma poitrine, un peu décontenancé. Donne-moi un indice, parce que j'ai l'impression que tu as ton idée, sauf que je ne la capte vraiment pas. Très bien, dit-il en croisant lui aussi les bras. Est-ce que par hasard, hier après-midi, quand le patron et toi êtes partis, il n'y aurait pas eu une sorte de glissement de terrain, du genre lui dans toi, peu importe l'endroit? Hein? Je mets un certain temps à décrypter complètement ce que je viens d'entendre. Excuse-moi, dis-je en décroisant les bras. Louise, rappelle-toi, je t'ai dit que ça ne changerait rien entre nous, dit-il en reculant devant moi qui avance. Je ne me fais pas de soucis, il n'ira pas loin. Il butera contre la cabine de douche dans 50 centimètres. Tu te fous de moi? Tu crois que Larsan et moi, on s'est envoyés en l'air? Calme-toi, je ne suis pas le seul à le penser. Enfin, je ne le pensais pas. Jusqu'à la scène de ce soir, mais maintenant... Maintenant quoi? Et comment ça, tu n'es pas le seul? Bah, c'est-à-dire que lorsque vous êtes revenu, tout le monde a remarqué une certaine détente, tu vois? Et après la visite ce matin de madame Larsan, suivie de cette convocation sommaire qui n'est pas passée inaperçue, bah, enfin, tu vois le tableau. Non, non, je ne vois pas du tout, dis-je en avançant encore. Je croyais que tout le monde pensait qu'on était ensemble, tous les deux, toi et moi. Et maintenant, j'entends qu'en fait, tout le monde pense que je suis avec Larsan? Ben, l'un n'exclut pas forcément l'autre, dit-il en butant contre la cabine de douche. Là, je ne trouve rien à dire. C'est tellement navrant que cela se passe de commentaires. Et toi? Tu le crois aussi? Dis-je stoppé dans mon élan belliqueux. Si c'était pas une crise de jalousie tout à l'heure, je me demande ce que c'était, répond-il simplement. Je suis atterré de constater à quel point l'imagination galope sur la base d'aussi peu de faits. Et celle de mon pauvre Tristan doit le soumettre depuis tout à l'heure à 1000 tourments. Je franchis le pas qui me sépare de lui, me hausse sur la pointe des pieds pour le prendre par le cou, et je l'embrasse, sans plus de retenue et d'intérêt pour le qu'en dira-t-on qui a déjà tout dit. Chers auditeurs, je me permets de reprendre la parole et de faire un petit intermède puisque cette scène est carré blanc, donc interdite sur les réseaux. Nous allons reprendre au moment où au moins l'un des deux sort du lit, vous savez, le tout petit lit une place de Louise. Allons-y. Compte sur moi pour un second round, ma belle, mais pour le moment, je dois t'avouer que je crève de faim. Ça te dérange si on fait une pause pour honorer le repas que j'ai apporté? Devant mon manque d'enthousiasme, il s'affaire lui-même pour faire réchauffer les plats au micro-ondes et sort la bouteille de champagne du frigo. Voilà de quoi fêter dignement les divers dénouements de cette riche journée en émotions diverses et variées, lance-t-il. Alerté par le pop du bouchon, je me redresse enfin. Le voir ainsi nu derrière les fourneaux est risible au plus haut point. Je me lève lourdement et enfile une nuisette. Il hausse un sourcil et semble regretter mon initiative. Il jette néanmoins un coup d'œil à son jean abandonné par terre. Tu préféreras sans doute que je m'habille pour manger? Oui, je crois, dis-je, un peu embarrassé par ma pruderie. Sauf que je ne regrette pas. Dans son jean qu'il ne boutonne pas jusqu'en haut, laissant les poils de son pubis un peu dépassés, il est le plus sexy des hommes. De quoi me redonner instantanément faim d'autre chose que de nourriture. Tristan sort des flûtes à champagne en plastique de son sac, les rince, les remplit et me tend la mienne. À l'auteur qui se propose de concurrencer L. James, lance-t-il. J'accueille le toast avec une grimace. Je préférerais trinquer à nous. Ce qui vient de se passer entre nous est juste merveilleux et inespéré, Tristan. Je veux que tu le saches. Pour moi aussi, dit-il en rougissant un peu, mais je ne l'ai pas acheté pour nous, mais pour toi. D'accord, je concède. Alors trinquons au fait que je vais pouvoir terminer mon stage, ce qui est déjà une énorme avancée, mais qui plus est en travaillant à temps partiel comme assistante de Fabien Darmois. Décidément, je ne pourrai donc pas t'avoir un jour à temps plein pour moi. Eh non, dis-je en buvant une gorgée. Oh, il est délicieux. Merci, dit-il en buvant lui aussi. C'est super pour toi, et cela te fera une sacrée carte de visite, mais je ne comprends pas. Monsieur Larsan ne préfère-t-il pas que tu te concentres à l'écriture du livre? J'ouvre de grands yeux affolés. Je croyais que tu avais compris, Tristan. Larsan ne sait pas que je suis l'auteur.
Cela doit rester un secret entre nous. Quoi? Mais tu es folle! Comment vas-tu faire? Tu comprends maintenant pourquoi j'ai du mal à vraiment me réjouir. J'ai sauvé ma peau provisoirement, mais je dois maintenant terminer un bouquin pour avril, tout en maintenant l'anonymat de l'auteur. À cette condition seulement, il me proposera le poste. Mais tu t'en fous du poste, Louise! Tu es un auteur! Écrire ne fait pas vivre. En tout cas, ce n'est pas une garantie de revenu régulier. Il va falloir choisir, Louise, parce que tu ne vas pas pouvoir faire les deux. Si je veux avoir une chance d'avoir ce contrat de travail, il faudra bien que j'y arrive. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Je dois avouer que vouloir le publier cet été me complique tout de même beaucoup les choses. Mais quand as-tu l'intention de lui révéler que c'est toi, son auteur fétiche? Jamais? Jamais? Mais la promo? Il va falloir faire sans l'auteur. Je ne vais pas risquer de perdre mon contrat de travail pour quelques signatures et interviews. Je suis désolée, parce que je te mêle à un secret énorme, du moins si le bouquin a un peu du succès que Larsan espère. On va être clair, officiellement, tu ne sais rien sur rien. D'accord, me répond-il pensivement. Ne t'en fais pas, je peux être un excellent acteur quand il le faut. Nous mangeons en silence pendant un moment. J'ai l'impression de voir les créneaux tourner dans son cerveau. D'ailleurs, il ne tarde pas à revenir sur le sujet que j'espérais clos. Après tout, l'anonymat pourra peut-être devenir un atout. Un auteur célèbre qui ne veut pas s'afficher, ça attisera l'intérêt et les passions. On pourrait se contenter d'interviews par mail, pourquoi pas. Il faudra que j'y réfléchisse. Mais comment as-tu l'intention de garantir l'anonymat vis-à-vis de Larsan? Il voudra voir son auteur. Je passerai par un avocat spécialisé sur les droits d'auteur. Leur déontologie me protégera mieux qu'un agent. J'en ai déjà repéré un sur Internet. Je vais prendre contact avec son cabinet. Et pour ce qui est des relations avec la maison d'édition, dans un premier temps, cela ne posera pas de problème, car tant que le roman n'est pas sur la fin, Larsan me charge de tout. Après, il ne me restera plus qu'à arguer que la confiance est installée entre nous et qu'elle ne veut avoir affaire qu'à moi. Tristan hoche la tête et retourne à son plat, qu'il mange à belles dents. De mon côté, je m'aperçois que moi aussi je suis morte de faim, et comme c'est délicieux, je lui fais concurrence pour terminer les plats. Aussitôt que nous avons terminé de tout ranger, la vaisselle s'égouttant toute seule sur l'évier, Tristan s'empare à nouveau de moi et me bascule sur le lit. Ce beau diable réussit à me mettre sur orbite en moins de 2 minutes, quand il se relève sur ses avant-bras. Tu vas l'écrire, ce roman. Et j'ai une excellente motivation pour toi. Ah oui? Je demande en essayant de le ramener contre mon sein qu'il titillait si bien. Mais il résiste. Pour chaque chapitre, un orgasme, dit-il en se relevant. Au boulot si tu veux ta dose. Quoi? Maintenant? Mais tu es fou! Fou de toi et de ton corps, ça c'est sûr. Mais je serai intraitable. Au boulot, dit-il en me tendant la main pour m'aider à me relever. Bah, on ne risque pas de s'envoyer en l'air très souvent alors, dis-je grognon. Est-ce que tu as la moindre idée du temps qu'il faut pour écrire un chapitre? La question semble faire mouche et le turlupider pendant que je m'installe sur la table avec mon ordinateur portable. Il y a combien de mots dans un chapitre? Je ne sais pas, 4 ou 5 000, je suppose. Et il te faut combien de temps pour écrire 2 000 mots? Ça dépend, entre 4 heures et une semaine. Il inspire un grand coup. Essaie d'écrire vite alors, on part sur 2000. Il est 22 heures, Tristan, je ne vais pas écrire 2 000 mots ce soir. Tu as raison. Tu as donc 2 heures devant toi pour écrire 1 000 mots et maintenant écris, exécution. Vous avez aimé? Alors je compte sur vous pour liker et commenter afin que le livre ait une plus large audience. Et si la censure vous pèse, eh bien, allez sur Amazon, acheter le format e-book ou le format papier. De l'impossible sinon rien, tome 1 de Mu. À très bientôt pour le chapitre 21.